depuis la dernière fois que nous nous étions vus, il s'est écoulé environ 3 mois. Et effectivement, il s'est passé un certain nombre de choses, c'est-à-dire des pressions constantes, allant au 30 mai à des tirs à pistolet à billes sur ma chatte, qui a disparu depuis, des morts de pigeons parce que les oiseaux dérangent également, des versements de pâtes, vermicelles, nourritures diverses à chaque fois que je suis au niveau du petit jardinet pour ramasser ou du basilic ou autre chose. Des empêchements pour mes livreurs d'avoir accès à l'arrière de la boutique pour livrer simplement la presse la nuit. Donc ça se manifeste par 5-6 voitures qui bloquent l'accès. Et comme les livreurs doivent porter des bacs de presse qui sont très lourds, obligatoirement ils essayent de se faufiler entre les voitures. Et certaines personnes de l'immeuble descendent donc armées pour braquer le livreur, parce que c'est plus rigolo, je pense, effectivement. Ensuite, le plus grave s'est déroulé il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'il y a eu une plainte déposée contre moi par une personne habitant au premier étage, pour des propos que je lui ai tenus il y a environ 1 an et demi lors de son arrivée dans l'immeuble, puisque cette personne avait effectué durant 3 jours et 3 nuits une fête, je suppose, pour fêter son arrivée dans l'immeuble, et que au bout de la 3e nuit, vers 4 heures du matin, je me suis permise d'aller toquer à sa porte, suivie par ma fille derrière, pour lui demander d'arrêter de faire la bamboula. Donc ces propos viennent de m'être notifiés comme étant racistes, puisque j'ai été mise en garde à vue le 1er juillet 2010 à partir de 16h45 avec pour motif insultes racistes, alors disant bien sûr que j'avais traité la personne de bamboula et ne reprenant pas l'expression totale, et dégradation de biens. Pour la dégradation de biens, ça constitue en un scooter qui reste en permanence dans la cour, une cour qui est ouverte à tout vent. Voilà, et cette garde à vue a été pour moi un enfer et a duré 24 heures. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé 16h45, la boutique était ouverte. J'ai eu un premier policier que je connais depuis environ 10 ans qui est passé innocemment me demander si tout allait bien, si au niveau du voisinage il n'y avait plus de problème. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Bon, j'ai répondu normalement puisque je connaissais depuis 10 ans. Puis ce policier est parti, mais au moment où il partait, je lui ai quand même demandé qui l'envoyait. Donc il m'a dit non, personne, je passais comme ça par hasard. À partir de ce moment-là, j'ai eu des gros doutes, et environ 10 minutes après, j'ai vu arriver, on va dire, une dizaine d'hommes, tous en uniforme, certains que je connaissais effectivement, dont un lieutenant qui était censé être venu durant les 2 mois précédents pour régler justement les problèmes avec les voisins au niveau de la cour, au niveau de l'emplacement des voitures, et dedans le commissaire. Donc j'ai ouvert la porte, et là la boutique a été de nouveau littéralement envahie par les forces de l'ordre. On m'a notifié qu'il fallait que je ferme la boutique. Mon arrestation a été enregistrée sur une caméra, et je n'avais plus droit ni de joindre quelqu'un, ni de téléphoner, ni rien. Donc j'ai demandé à aller éteindre mon ordinateur, ce qui m'a permis, bien que suivi par un capitaine, m'a permis de vous envoyer un seul petit mot, puisqu'il s'est rendu compte que j'envoyais un mail. C'est simplement ce que vous avez reçu, c'est parti. Mais je savais que quelque part, en vous alertant, je me sentais quelque part un petit peu moins en danger face à eux. Alors ils m'ont emmené jusqu'à la voiture à l'extérieur encadrée, bien sûr.
Le commissaire s'est approché de moi pour me dire qu'il n'avait rien personnellement contre moi, mais il y avait des choses à voir avec les voisins. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu tout à fait le courage d'être franc dès le départ. J'ai donc été amenée au bureau d'un capitaine qui, on va dire, était assez dominateur, assez insultant, mais sans doute les pratiques habituelles des aires interrogatoires pour les gens en arrestation. Il m'a été notifié que j'étais donc en garde à vue pour propos raciaux contre cette personne, et j'ai été mise en cellule tout de suite. Donc mise en cellule, bien sûr, il faisait très 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 chaud. Ils ont, je suppose, omis que j'étais en grève de la faim, donc il m'était indispensable d'avoir au minimum de l'eau et du sucre. Visiblement, ils ont fait la sourde oreille. Je n'ai revu personne avant, on va dire, 20 heures, où il y a eu un changement d'équipe. J'ai redemandé de l'eau, je n'en ai toujours pas eu. L'équipe de nuit, elle, a été un petit peu plus conciliante, c'est-à-dire qu'on m'a amené une petite bouteille avec de sucre, mais ça n'a pas suffi, donc j'ai fait un malaise vers 1h ou 2h du matin. Ils ont fait venir les pompiers, ce qui m'a donné un petit intermède de 2 heures où à l'hôpital on m'a donné de l'eau et du sucre. Il y a eu un ordre des médecins de me fournir eau et sucre. Donc quand est arrivée l'équipe du matin, j'ai tenté de redemander de l'eau. Là, un policier m'a tendu un verre en plastique mais vide, en me conseillant d'uriner dedans. Comme ça, j'aurais effectivement quelque chose à boire. Il s'est écoulé un certain nombre d'heures. J'ai tenté de redemander de l'eau et éventuellement d'aller aux toilettes, puisque j'avais repéré qu'à côté des toilettes, il y avait un évier. Là, on a accepté. Les toilettes des cellules ou de la garde à vue sont des endroits où les portes, bien sûr, ne ferment pas. J'avais expliqué que, vu le viol que j'avais subi, il était hors question de me toucher. Le policier a sans doute trouvé que je mettais trop de temps, on va dire, sur le moment, a ouvert brusquement la porte pour me tirer de dessus les toilettes. Donc obligatoirement, ça s'est pas très bien passé. Et là, s'en est suivi dans un couloir qui est très très étroit, une bagarre entre lui et moi puisqu'il me touchait. D'autres policiers sont arrivés, ils m'ont menottée à ce moment-là parce que pour eux j'étais dangereuse, pour me remettre, quand je dis me remettre, je dirais me balancer en cellule. Vers 9h30 du matin, ils avaient reçu l'ordre de m'amener aux UMJ de Jean Verdier. J'ai donc été de nouveau menottée au plus serré, de façon à ce que je ne puisse pas être dangereuse, puisque je me suis aperçue qu'à côté de mon nom, il était écrit individu dangereux, trouble psychologique, ce qui m'a éclairé aussi sur un certain nombre de réflexions par la suite. Et arrivé à Jean Verdier, on n'a pas pris soin de me démenotter, c'est-à-dire que je suis restée dans l'hôpital à attendre mon tour, donc devant tous les gens, les mains menottées derrière, avec ce que ça suppose comme humiliation de la part des gens qui attendent, de la part du personnel médical, qui savent très bien qu'à partir du moment où quelqu'un est en garde à vue, c'est qu'il a vraiment commis le pire des crimes, et sans avoir la possibilité d'avoir un aspect normal, donc une humiliation très profonde. Seul le médecin, lorsqu'elle est arrivée, les a fait me détacher, il leur a interdit l'accès à la consultation. Ça m'a permis de lui expliquer ce qui s'était passé, ça lui a permis de constater qu'il m'avait fait du mal au niveau du poignet, de constater les bleus que je commençais à avoir sur le corps, et de leur imposer de me fournir toutes les 2 heures eau et sucre, et de l'écrire surtout sur le rapport médical. J'ai été ramenée au commissariat, j'ai été remise en cellule,
Et de nouveau, j'ai subi des humiliations de la part des policiers lorsque j'ai osé de nouveau réclamer, puisque au final, le fait qu'on ne m'ait pas donné de boisson pendant un certain temps m'a fait déclencher une cystite infectieuse foudroyante, ce qui m'avait valu le malaise, mais donc qui continue à empirer puisqu'on ne me donnait pas d'eau. Donc quand je me suis permise de nouveau de réclamer de l'eau, là cette fois on m'a dit, ici quand on est raciste, on n'a pas de besoin. On se tait tout simplement. Donc le temps s'est écoulé avec la chaleur que l'on connaît. Puis j'ai été convoquée pour une confrontation auprès du capitaine Gallet. La confrontation s'est déroulée avec un rappel à la loi Guesso, avec l'interdiction de se foutre de leur gueule alors que je tentais simplement de me justifier, avec une demande d'explication sur quelque chose qui me semblait totalement disproportionné, puisque la première question était la France islamique, ça vous fait quoi? Comme je me refusais de répondre à quelque chose qui n'avait pas sa place pour moi dans l'interrogatoire, j'ai simplement répondu France allemande, ça vous fait quoi à vous? Et là, bien sûr, il est monté d'un créneau, puisque je me permettais de lui poser une question alors que c'était lui qui était là pour diriger la confrontation. Donc j'ai eu une crise de domination et fallait que je baisse les yeux, il fallait que je me soumette, il fallait que je fasse profil bas, il fallait surtout plus que je m'exprime, à part quand on me le demandait, bien sûr. La personne a dit ce qu'elle avait à dire. J'ai confirmé que j'avais utilisé l'expression faire la bamboula et pas autre chose, surtout à 4h du matin, quand quelqu'un fait la fête. Je pense que j'avais pas lieu de dire autre chose que ça, puisque c'est une expression désignant faire la fête. Et ensuite, j'ai été interrogée sur mon blog, qui pose un énorme souci et qui est qualifié pour eux de raciste. Quand on fait allusion ensuite à ceux qui se permettent de me faire parler ou de me donner la parole, rentrent dedans tous les sites qui sont cités, c'est-à-dire Riposte laïque, F de souche, sont tous homologués comme extrême droite, et en conséquence je ne peux être que de la même que fautive, parce que j'ai osé de nouveau utiliser une expression, faire la bamboula, et faire une référence à l'origine de cette expression qui vient de la France coloniale. Et là, j'ai eu tout faux. France coloniale, c'était pas à utiliser. Il paraît que le parquet n'a pas du tout apprécié. C'est un texte sur lequel je suis retombée au détour d'Internet, parce que je cherchais des textes effectivement sur des gens qui, comme moi, quelque part, en avaient marre de subir, on avait marre que ça ne bouge pas, on avait marre que les institutions n'entendent pas, et je suis tombée sur ce texte. Alors ce texte, d'abord au niveau de la plainte et du parquet, visiblement ils n'ont absolument pas voulu croire que c'était un texte de Jacques Brel, malgré mon insistance de leur dire d'aller vérifier, qu'avant d'écrire ce qu'ils allaient écrire pour se ridiculiser devant la France entière, ce serait quand même mieux de savoir que c'était des écrits, les singes de mon quartier, puisque on me reproche d'avoir traité mes voisins de singes. Et ça me dérangeait quelque part, moi, au niveau éthique, que la police nationale, parce que c'est comme ça que ça va être présenté, la police nationale, c'est-à-dire tout le monde, et dedans je pense qu'il y a des policiers qui ont une valeur, qui ont une culture, et qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'ai pu rencontrer au commissariat de la Courneuve, qui vont être pour moi ridiculisés parce que quelques personnes n'ont pas voulu aller vérifier que c'était les paroles de Jacques Brel. Et je trouve ça moche. Mais malheureusement, bon, les faits sont là, je peux pas les changer maintenant. Donc, la
police nationale, effectivement, va me reprocher d'avoir écrit les singes de mon quartier comme étant de ma propre écriture. Bah, moi, je fustigeais à la fois la police, à la fois le parquet, à la fois la justice, à la fois les élus, parce que bien que M. Vincent Capocanella s'est fait une interview, on va dire, précisant qu'il me soutenait en permanence, j'ai pu constater quand même pendant ces 3 mois qu'à part un des mails où on me dit éventuellement qu'il serait peut-être intéressant que nous rencontrions discrètement, je n'ai pas ressenti le soutien profond. Et encore moins là quand je lui ai annoncé qu'il y avait eu la garde à vue. Donc pour moi on ne peut pas avoir de discours, et les personnes qui ont pour moi un double discours sont obligatoirement des choses pour moi à fustiger. Donc qui mieux que Brel, Brassens, fustiger tout ce qui n'allait pas dans notre société. Alors le choix de cette photo qui représente 2 soldats de la guerre de 14-18, effectivement c'est un appel à ceux que je considère comme intègres dans leur métier, à ceux que je considère comme les seuls à qui je peux accorder ma confiance, puisque pendant 6 ans j'ai tenté via la police nationale de me faire entendre, via le parquet, via tout ce monde-là. Je me suis promis effectivement de ne plus jamais aller porter plainte, ni au commissariat de la Courneuve, ni dans un autre commissariat. Et le seul corps d'armée que je peux faire confiance à l'heure actuelle, effectivement, pour moi, c'est la gendarmerie. Je crois qu'il n'y a que la gendarmerie qui peut rendre des plaintes, mais si effectivement l'armée peut m'aider d'une manière ou d'une autre à faire simplement respecter mon droit de vie, je ne demande pas à avoir un univers parfait, je crois que c'est plus possible actuellement, mais je maintiens que je vais vivre avec mes valeurs, avec ce que je vivais avant, quand j'étais petite, quand j'ai grandi, et où il n'y avait pas cette haine, où il ne fallait pas que ceux qui sont en place depuis plus de 30 ans doivent faire la place parce que des jeunes arrivent. J'ai eu 20 ans comme eux, je suis arrivée comme eux ici, il y avait des personnes plus âgées que moi qui habitaient l'immeuble, je ne me suis jamais permise de leur demander de déplacer un vélo parce que je voulais passer, de pousser une poubelle parce qu'elle me dérangeait. Je pense que j'étais éduquée, je prenais la poubelle, j'allais la vider et puis tout se passait très bien parce qu'on avait un véritable échange, mais on avait un respect. Or là maintenant, les propos que j'ai entendus à la fois de la police nationale et à la fois de cette jeune fille et même des autres personnes, c'est que quelque part je devais faire place. Et faire place, pour moi, je ne comprends pas pourquoi. Je vois pas. Donc à part l'armée, je vois pas qui peut m'aider à rester en place. Le capitaine m'a intimé l'ordre de me casser, tellement tous mes voisins n'en pouvaient plus de moi, tellement j'étais exécrable, tellement j'étais une femme emplie de haine au point où j'en faisais pitié, qu'il fallait que je me fasse soigner et aider parce que visiblement la folie me guettait. Et l'insistance a été telle sur ces propos-là que j'ai compris que si je poursuivais dans le fait de dénoncer, de dire la vérité, de montrer les preuves et les noms des procédures qui se passent sans les masquer, donc quelque part de ne pas respecter la loi, il ne leur serait pas difficile de faire ce qu'ils appellent une HO. Alors une HO, quand on n'a pas trop l'habitude des abréviations, on se demande un peu ce que c'est, puis on comprend très vite qu'au final c'est une hospitalisation d'office, c'est-à-dire que ça ne leur posera aucun souci à l'heure actuelle pour me faire taire, de me faire interner. Ça n'a pas été dit aussi clairement, mais il faut être fou pour ne pas comprendre justement. Parce que les dernières paroles enregistrées, m'a-t-on dit, c'était une démarche officielle, donc enregistrée via une webcam quand ils m'ont annoncé qu'au bout des 24 heures révolues de garde à vue, j'avais le droit de sortir. Il a été clair que je n'avais pas plus le droit de m'exprimer,
que je devais faire profil bas, que si mon blog continuait d'exister, ça n'irait pas. D'une manière ou d'une autre, on me ferait taire. Et que de toute façon, en bas, de nombreuses autres personnes attendaient pour porter plainte contre moi. Alors, j'ai été mise effectivement en garde à vue pour la première fois, puisque je n'étais pas connue des services de police, sauf en tant que victime. Et je pense qu'effectivement, ça devait manquer à mon palmarès, c'est évident, puisque on m'a aussi fait comprendre que maintenant que moi aussi j'étais devenue délinquante, ça allait être beaucoup plus pratique pour me sabrer. Donc, c'est vrai qu'ils m'ont traité, je pense, 10 fois pire que mes violeurs. D'abord, mes violeurs étaient grands mineurs, donc on sait très bien que les grands mineurs, eh ben, on fait attention à eux. Donc je suppose qu'ils ont bu, qu'ils ont eu quelque chose pour se coucher, puisque moi visiblement pas, il n'y avait pas de choses disponibles. Je pense qu'on leur a pas tout à fait dit la même chose non plus. Mais maintenant, oui, je suis à l'égal de... Je suis délinquante. Donc par ailleurs, j'avais entamé une grève de la faim le 12 mai, de façon à tenter d'alerter les fameuses institutions, de façon à ce que les problèmes intervoisinage, les pressions subies se calment. Et il s'avère que cette grève de la faim, qui est suivie par le docteur Rossignol, a eu un effet visiblement tout à fait contraire, puisque le fait de faire la grève de la faim, donc de leur mettre la pression, le fait de sortir le reportage et l'interview que nous avions fait en mars, le fait de votre article ont dû mettre une pression telle ou étaient peut-être trop criantes de vérité, ça nous ne le saurons pas pour le moment. Je pense que ce que j'ai subi là et ce qu'ils m'ont fait, c'est simplement pour me faire taire, c'est-à-dire c'est leur représailles, c'est leur réponse à eux. C'est leur réponse à eux. Ils ont occulté toute part de moi qui a été victime, ils l'ont totalement occulté. Alors je vais remonter sur leurs dernières paroles, c'est-à-dire lorsqu'ils m'ont intimé l'ordre de faire profil bas et donc qu'ils ne voulaient plus jamais entendre parler de moi, j'ai tenté de demander, et si je suis de nouveau agressée, que dois-je faire? Et on m'a répondu, mais on vous a dit profil bas, ça veut dire vous subissez, vous ne dites rien. Quand on a été victime de viol, on a, suivant les personnes, des séquelles. J'ai pour séquelles le problème du toucher avec autrui. J'arrive à toucher avec les gens qui me mettent en confiance, ou au bout d'un certain temps, mais c'est pas automatique. Et donc j'ai tenté de prévenir le médecin, déjà le premier médecin que j'ai vu au départ de la garde à vue, en lui disant ce serait bien de leur signaler que j'ai un problème de toucher. C'est une chose qu'il a faite puisque je l'ai entendu le faire devant moi. Malgré tout, au moment de la prise des empreintes, les policiers doivent appuyer sur la main pour prendre soi-disant les empreintes. Donc je leur ai fait comprendre que ce n'était pas quelque chose de possible, mais que je ne refusais pas de prendre les empreintes, simplement de me laisser faire, de m'expliquer comment il fallait faire et que j'allais être autonome sur la question et que j'appuierais suffisamment pour qu'ils puissent prendre les empreintes. Et je pense que pour eux, c'était une aubaine phénoménale. Donc ils ont tout de suite qualifié ça comme un refus, et donc refuser de faire des empreintes dans le cadre d'une garde à vue, c'est un délit. Donc effectivement, j'ai commis un délit de garde à vue dans ma garde à vue, des conséquences de mon viol. Mais il n'en sera jamais tenu compte. Alors suite au reportage que vous aviez fait et à l'enquête, nombre de mes clients, pour certains, ne connaissaient pas tout, n'avaient pas eu accès aux preuves, ne suivaient pas mon blog régulièrement, ont été outrés, sont tous devenus très très solidaires, mais ont tous été outrés surtout de l'attitude des élus, ne comprenant pas
Pourquoi quand on a une dernière librairie qui fait son boulot et qui demande rien de plus à la vie, on n'intervient pas? Pourquoi on n'est pas plus présent? Ensuite, après, j'ai eu des réactions extérieures de gens venant un petit peu de toute la France, voire de l'étranger, qui eux étaient plus virulents, plus, on va dire, plus forts, n'acceptant pas que quelque part une victime ne soit pas défendue. Notamment du Canada, où là, eux, ils sont beaucoup plus directs que nous. Je veux dire que la victime n'a pas à prouver qu'elle a été victime, mais c'est à l'agresseur de prouver qu'il n'est pas l'agresseur. Donc avec des conseils qui ne sont pas applicables en France. Non, aucune. À part visiblement le fait de déranger profondément. Je pense que la garde à vue, c'est leur réponse. La garde à vue, cette garde à vue doublée de l'enfer des 24 heures, oui. Puisque arrivé au bas des marches, comme l'échange, ce capitaine avait eu du mal à rentrer en contact avec moi pour dire qu'il n'y était pas vraiment rentré, même si à un moment où il s'est débrouillé pour rester seul avec moi, on va dire sans... parce qu'il y avait d'autres inspecteurs, des fois que je me serais sauvée, je ne sais pas, quelque chose de ce genre-là. Les inspecteurs avaient été choisis d'une façon bien particulière. Et il y a peut-être un moment où là je peux dire qu'il a été humain en me disant nous sommes seuls, là je vous parle franchement, faites-vous aider, ne restez pas comme ça. C'est peut-être le seul moment où il s'est rapproché de moi. Dès que les autres policiers sont rentrés, il a repris son rôle. Je définis ça comme un rôle. Je ne suis pas certaine que ce policier soit aussi méchant qu'il l'a été. J'ose espérer quelque part. Quand on a été en bas des marches, il restait 2 marches, donc il m'a arrêté par le bras, il m'a dit je pense que vous avez compris la leçon, je pense que ça a été assez dur comme ça. C'est peut-être pour ça que quelque part, moi je ne m'en veux pas. Je ne suis pas certaine qu'il était entièrement libre de ses propos et de ses actes. Alors les conséquences sur le commerce ont été donc 2 jours de fermeture. 2 jours de fermeture, c'est trop important sur une semaine. C'est quelque chose qui met la boutique en déséquilibre profond. Or, la boutique est déjà déficitaire pour l'année 2009 de 4 000 €. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir des fermetures comme ça intempestives. Donc pour moi, c'est aussi le choix, quelque part, de faire sombrer totalement, parce que si je ne peux plus faire face à aucun fournisseur, si je ne peux plus payer ma presse, si je ne peux plus, obligatoirement je suis obligée de fermer. Donc obligatoirement je suis obligée de partir. Donc on est rentré dans une démarche de pression, mais qui est de pression destructrice, qui est pas qui pour eux c'est atteindre leur but. Donc je peux dire que là, maintenant, à partir de l'instant où je vous parle, je suis en guerre totale. C'est-à-dire que je n'accepte pas, je ne tolérerai pas que l'on tente de m'empêcher de vivre, moi et ma fille. Même si ma fille a grandi, même si elle a le droit à la tranquillité, elle a le droit de vivre normalement, de circuler normalement. On l'empêche lorsqu'elle se gare 1 heure dans la cour, on la bloque, on l'empêche alors qu'elle vient juste pour manger, qu'elle retourne, elle se dépêche d'aller au travail. Elle a le droit, elle qui travaille, qui a fini ses études, qui a tout fait brillamment malgré tout ce qui se passait. Pour moi, elle n'a pas le droit d'être embêtée par des gens qui passent leur temps à ne rien faire de la journée et à faire on ne sait trop quoi la nuit. Pour moi, c'est pas acceptable. Pour moi, la France de demain, je l'ai à l'image de ma fille, je l'ai à l'image de ses copains. C'est des gens qui discutent, qui réfléchissent, qui ont leurs idées, mais qui n'embêtent pas le monde, qui cherchent à construire, qui espèrent dans la vie, qui sont pas... Parce que je pense que pour être aussi méchant, en étant aussi jeunes, parce qu'ils ont à peu près à quelque chose près le même âge, il faut être vachement désespéré. C'est pas pour moi, c'est pas l'avenir de la France. Cette jeunesse-là, c'est pas l'avenir de la France.